Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Petit Pilier. Nous allons, comme tous les lundis, décortiquer l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine avec ce soir nos deux spécialistes. Il s'agit d'abord de Frédéric Lahari, responsable des sports au Journal Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Fred. Merci beaucoup à vos côtés, Dorian Malvezin, journaliste à la radio Girondine ARL. Merci également d'être venu décortiquer cette actu du ballon ovale. Eliana, ce soir, d'abord, vous avez passé un bon week-end, ça va ? Ça a été. Bon week-end d'automne, hein, c'était sympa, on va pouvoir parler ballon ovale. Et voici les thèmes de cette émission. La fin de l'aventure européenne pour l'UBB en Challenge Cup, au moins battu, c'était vendredi soir par Bristol. Nous évoquerons également le top 14 qui revient ce week-end et notamment les affiches Brive-Pau et La Rochelle Racing, ça promet. Nous allons également parler de l'équipe de France, les Bleus bientôt déconfinés avec 4, 5 ou 6 matchs. On verra à l'automne. Et puis samedi, le grand jour pour l'élection à la présidence de la Fédération française. Bernard Laporte est-il KO après sa garde à vue de la semaine dernière? Vous allez nous en parler, messieurs. D'abord, premier thème du soir, l'Union Bordeaux-Bègles. Et alors tombé, les armes à la main, si l'on peut dire, parce qu'il s'agit de sport, à Bristol vendredi, après prolongation. Frédéric Lahari, résultat logique ou pas? Logique dans le sens où Bristol recevait, qu'il y a toujours, même si il n'y avait pas de public, il y a quand même toujours une petite prime à l'équipe qui reçoit. Mais c'est un match qui aurait pu basculer dans l'autre sens sans aucun problème. Qu'est-ce qui a manqué? C'est un problème physique? Dorian, d'après vous, ça s'est joué au tout début de la prolongation, en tout cas de la première mi-temps de la prolongation? Il a manqué, oui, 20 minutes dans les prolongations. C'est vrai qu'en seconde période, ils ont un petit peu craqué aussi physiquement, les hommes de Christophe Furios. La différence, c'est que Bristol était sur 10 matchs de suite, 10 matchs officiels, alors que Bordeaux-Bègles en a fait que 2. Donc oui, Bristol avait plus de jambes que l'Union Bordeaux-Bègles. Alors, ils se sont fait chambrer un peu, les Bordelais, sur les réseaux sociaux, en disant que Bordeaux-Bègles est une équipe qui joue très bien avant les matchs de phase finale. Dès qu'arrive le match de phase finale, ça se passe moins bien. C'est difficile quand même de dire ça, parce que l'UBB s'était qualifié en quart. En demi, ils ont fait à l'extérieur encore une fois un gros match. Ça va servir à l'UBB, ce genre de match? Oui, bien sûr. C'est comme vous le disiez, c'est un match de phase finale et l'UBB n'en joue pas beaucoup. Donc c'est toujours une expérience intéressante. Et surtout dans le rythme. On a vu la différence avec les matchs de top 14 où on va de mêlée en touche et de touche en mêlée pour caricaturer. Mais là, il y avait énormément de rythme. Le contenu était très intéressant. L'UBB, meilleure équipe de France, on l'a vu sur les réseaux sociaux, tant qu'on ne joue pas les phases finales, c'est dur quand même. Oui, meilleure équipe de France, c'est un peu dur, mais c'est vrai que l'Union Bordeaux-Bègles, non, on a vu l'UBB de la saison dernière, c'est vrai qu'ils avaient des difficultés face à Brie, un petit peu face à Édimbourg en seconde période. On a vu des joueurs cadres qui ont pris leurs responsabilités. On pense à Mathieu Jalibert qui a été excellent, Cameron Wiki qui s'est plutôt bien montré. Les nouveaux, Joseph Douéba et Guido Petit, ont été vraiment impressionnants. Il y a certains joueurs qui étaient un petit peu en dessous, comme Ben Lam, mais bon, il n'a pas eu grand ballon aussi ce jour. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait aussi un Semiradra des grands soirs aussi. L'ex de l'UBB? L'ex de l'UBB qui était, à chaque duel, un petit Jean-Baptiste Dubié était gagnant à chaque duel face à Radradra. Est-ce que c'est le niveau auquel devra s'attendre l'UBB en Coupe d'Europe? Parce que là, c'était la Challenge, alors je sais pas comment, je me rappelle jamais comment on l'appelle, le Challenge Cup, Challenge européen, la grande Coupe d'Europe, on va dire, qui aura lieu en décembre normalement. Est-ce que le niveau sera encore supérieur ou ça sera ce style de niveau? Oui, ça sera peut-être... Enfin, on peut dire que les phases de poule de Champions Cup et la phase finale de Challenge Cup, c'est équivalent. Donc c'est effectivement ce niveau-là en termes de rythme et d'arbitrage. Parce que l'UBB a pu aussi mesurer la différence traditionnelle qui dure depuis la guerre de 100 ans, on va dire, entre l'arbitrage britannique et l'arbitrage latin, et notamment français, sur l'application des règles. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation. Donc dans ce sens-là aussi, ce match va servir. Quel impact il peut y avoir sur de cette défaite ou de ce match pour la reprise du top 14 du l'UBB à Lyon samedi, même si Laurent Marty a trouvé ses hommes encore meilleurs que l'an dernier? Oui, meilleurs que l'an dernier, mais le problème c'est que la saison dernière, ils n'étaient pas dans cette position, on va dire, de perdre un match choc et que derrière ils doivent enchaîner. Ils enchaînent quand même Lyon, Clermont, ils vont à Pau, après ils vont à La Rochelle. Donc là, le but c'est à Christophe Furios de remotiver les troupes et de vite se remettre dans le top 14, même si c'était le seul héritage de la saison dernière, cette Coupe d'Europe, et vite se remettre dedans parce que ça va vite s'enchaîner les matchs, quoi. Passe croisée réussie. Merci Dorian. Pour le deuxième thème de ce soir, justement, c'est le top 14. On a dit un mot de l'UBB qui jouera à Lyon samedi pour la reprise avec le championnat de France. Le deuxième thème de cette émission consacré justement au championnat et avec deux chocs à suivre particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, à commencer par Brive-Pau, choc du haut de tableau. Fred, 5e, Brive qui reçoit Pau, 2e. Non, c'est Pau qui reçoit. Non, je crois que c'est à Brive le match. Brive-Pau, ouais. Brive-Pau, 5e contre 2e. Alors c'est le début de saison, hein. Il n'y a eu que 2 journées, mais c'est une affiche de haut de tableau.
Oui, c'est l'affiche des équipes en forme du moment. Pau qui restait sur 2 saisons très difficiles, qui a bien démarré en profitant de la stabilité de son effectif et qui s'appuie sur un fort sentiment de revanche contre elle-même. Et Brive, qui est une équipe très, très difficile à jouer, notamment à domicile. Donc, c'est effectivement, pour Pau, c'est un vrai test. Gros test pour Pau. Brive, redoutable à la maison, Fred le disait. Gros avantage à Brive, a priori. Hein. Oui, avantage à Brive. C'est vendredi soir, le match, d'ailleurs. C'est vendredi soir, comme a dit Frédéric. C'est vrai qu'au stade municipal, Brive, c'est un peu les cadors. On l'a vu la saison dernière, ils ont presque tout gagné. Ils ont battu Clermont, ils ont battu l'Union Bordeaux-Bègles, malgré le carton rouge de Diaby. Par contre, Pau, on a vu face à Montpellier, ils tenaient 80 minutes, ils vont jusqu'au bout. C'est pas comme la saison dernière. Donc ça peut être un très beau match de haut de tableau, mais aussi le vainqueur peut engranger des points, notamment pour le maintien. Donc ce sera peut-être l'avantage aux gagnants. Alors la lutte pour le maintien entre Brive et Pau, même si les 2 équipes sont bien classées pour l'instant. Lutte pour les phases finales, déjà avec l'autre affiche de ce week-end qui nous intéresse en Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle, Racing. Alors l'épouvantail parisien, le Racing qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe, en tête du top 14, gagne tout le Racing, la grosse machine. La Rochelle outsider dans ce match ou pas? Oui, c'est vrai qu'on peut dire La Rochelle outsider, avec le stade ne sera pas à guichet fermé, enfin, ne sera pas plein en tout cas. À guichet fermé, oui, mais pas plein. Mais effectivement, on peut penser que La Rochelle sera quand même outsider parce que le Racing, comme vous l'avez dit, est très impressionnant. La manière dont ils ont battu les Saracens samedi en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est très impressionnant parce qu'ils ont réussi à inverser le cours de la rencontre, ce qui est extrêmement rare contre les Saracens. Quand les Saracens mènent, ils cadenassent et le Racing a le facteur X qui est Russell, son ouvreur, qui est capable à tout moment de débloquer une situation par une inspiration de génie, comme il l'a fait contre les Saracens, avec un petit coup de pied par-dessus la défense pour Vakatawa et ensuite Imhoff. Compliqué pour La Rochelle, qui n'a pas joué depuis 3 semaines, qui n'aura pas joué depuis 3 semaines. Le Racing, Fred le disait, était en compétition encore ce week-end. La Rochelle, vraiment outsider, d'après vous aussi? Oui, outsider, même malgré un bon début de saison, avec la victoire face à Toulon, et malgré la défaite face à Toulon, ils ont plutôt fait un bon match face aux Toulousains. La saison dernière, c'est vrai que La Rochelle était en difficulté, ils ont retrouvé enfin le rythme, il a trouvé enfin son équipe au Gara. Donc on va voir, ce sera un vrai test pour les Rochelais face au Racing Ben. Oui, comme a dit Frédéric, face aux Saracens, ils ont été incroyables, surtout que les Saracens, ils n'avaient plus que ça à jouer cette saison, vu qu'ils descendent en Division 2 du championnat anglais. Ouais, c'est mérité quand même un peu avec leurs problèmes financiers, les Saracens. C'est pas le débat du soir. Juste avant de passer à l'équipe de France, Fred, ce genre de duel, La Rochelle, Racing, 2 équipes formatées pour les phases finales du championnat, en tout cas pour le titre, pour le Brennus, 2 des favoris. On est en début de saison, mais est-ce qu'il peut y avoir un impact après un résultat, en fonction du résultat, est-ce que ça peut laisser des traces pour la suite de la saison sur un plan psychologique ou non, on est vraiment encore en début de championnat? Plus pour La Rochelle que pour le Racing, mais dans le sens où si La Rochelle perd à domicile, La Rochelle sera déjà en retard sur son tableau de marche. Pour le Racing, je ne pense pas, parce que le Racing est programmé vraiment pour les phases finales, donc il y aura peut-être moins d'impact. D'ailleurs, je pense que une chance pour La Rochelle, c'est que le Racing, après ce gros investissement en Coupe d'Europe, même inconsciemment, relâche un peu, soit moins le couteau entre les dents. Donc à La Rochelle, justement, de mettre la pression tout de suite pour pas que le Racing prenne son rythme de croisière. Pression sur La Rochelle, donc, pour conclure sur ce match, Dorian. Oui, pression sur La Rochelle. Après, malgré s'ils perdent face au Racing, il n'y aura pas, je pense, pas un grand impact, vu que c'est encore le début de saison. Mais perdre des points à la maison, comme a dit Frédéric, c'est compliqué, surtout qu'au rugby, pour être en phase finale, tout se joue les points se gagnent à domicile, surtout. Et les points à l'extérieur, c'est des petits bonus. C'est vrai que pour La Rochelle, ça va être compliqué en cas de défaite. La Rochelle, Racing, c'est ce samedi, donc, dans le championnat de France de top 14. Projetons-nous un petit peu plus sur la fin du mois d'octobre avec le deuxième thème de ce soir, l'équipe de France. Enfin, on a envie de dire, les Bleus déconfinés avec un point d'interrogation, ou pas. On verra. A priori, ils joueront le 24 octobre contre le Pays de Galles, match de préparation, avant d'affronter l'Irlande. Avant d'évoquer les problèmes autour de l'équipe de France extra-sportif, d'abord sur le terrain. Il vous tarde de revoir ces Bleus un peu sur le terrain? Vous les avez vus depuis mars, je crois. Oui, il me tarde de les revoir parce que ce qu'on voyait justement sur le terrain était assez prometteur, malgré la dernière défaite en Écosse qui a gâché les objectifs de Grand Chelem. Mais bon, l'équipe de France peut encore gagner le Grand Chelem 2020. Ouais, c'est la fin du tournoi contre l'Irlande. Si elle bat l'Irlande et que l'Angleterre ne gagne pas, je crois. Donc effectivement, il y a beaucoup de promesses et on espère que le confinement n'a pas cassé cette dynamique et que Fabien Galtier et son staff vont continuer à
à mettre en place le jeu qu'on a pu voir. C'était vraiment très, très intéressant. Ça démange les joueurs, on le voit, sur les réseaux sociaux, de retrouver les Bleus, Dorian. Oui, je peux comprendre Et totalement. le public aussi, et les fans aussi, évidemment. Oui, après une Coupe du Monde ratée, entre guillemets ratée en 2019, malgré qu'ils étaient éliminés face au Pays de Galles, ils voulaient se racheter, il y a un nouveau staff, une belle mise en place. Donc là, on a vu qu'au tournoi à destination, ils ont tout gagné. Il ne manque plus que cette victoire face à l'Irlande. C'est vrai qu'il nous tarde de voir ce 15 de France pour voir s'ils sont dans la même dynamique qu'au mois de mars. Mais après, derrière, c'est vrai que ça va impacter le top 14 derrière. Alors, il va y avoir d'ici là, forcément, toujours avec le rugby français, un match en coulisses devant le tribunal administratif et en référé tout d'abord avant un jugement sur le fond. Un petit peu plus tard, la guerre entre la Ligue et la Fédé sur le nombre de matchs que doit jouer l'équipe de France à l'automne, Fred. 4 veut la Ligue en tout cas. La Fédération française et son sélectionneur, en tout cas l'équipe de France, Fabien Galtier, sont prêts à n'en jouer que 5. C'est pas un peu ridicule tout ça quand même ? Oui, tout à fait, mais là c'est pareil. Je pense que si on remonte dans le temps, à 20 ans, je pense qu'il y avait à peu près les mêmes problèmes qui sont accentués par... Ça veut dire qu'on n'avance pas dans le rugby français ? Non, pas vraiment, non. Ils sont accentués par la professionnalisation et par la crise du Covid. Mais effectivement, là, c'est des querelles d'épiciers, si on va dire. J'ai rien contre les épiciers, non. mais c'est on s'excuse auprès d'eux, d'ailleurs, ce soir, je précise. Ou de boutiquiers, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, ce sont des querelles de petits bras et qui vraiment ne rendent pas service au rugby français, qui est déjà dans une situation difficile. Effectivement, vous l'avez dit, d'abord c'était 6, après la Ligue a dit 5, la Fédé a dit OK 5, enfin 6 matchs, mais les joueurs n'en jouent avec un roulement pour que les joueurs n'en jouent que 5. 5 feuilles de match, ouais. Voilà, et la Ligue du coup a dit 4. Donc voilà, donc on est vraiment on coupe les cheveux en 4 et c'est vraiment dommage. Il y a une guerre de pouvoir, peut-être d'hommes, on va en parler dans le dernier thème de cette émission. Dorian, juste là-dessus, sur ce conflit entre la Fédé et la Ligue autour de l'équipe de France, on n'en sort jamais. Oui, on n'en sort jamais, mais après je comprends un peu les deux positions. La fédération Facile. Non, mais veut préparer au mieux. Prenez position, Dorian, s'il vous plaît. Prenez position. Veut préparer au mieux cette Coupe du Monde en mettant plus de matchs pour le 15 de France. Mais derrière la Ligue, on l'a vu la saison dernière avec la Coupe du Monde, le tournoi d'initiation, notamment, il y a des joueurs comme Antoine Dupont qui a joué que 50 minutes en top 14. Donc déjà, pour la promotion du top 14, c'est pas bon. Pour certains clubs aussi, je pense que Toulouse, Racing ou encore Clermont, ils vont être déçus. Même l'UBB qui commence à être impacté avec certains joueurs qui partent à droite, à gauche. Les résultats peuvent être faussés avec ça, donc c'est vrai que les deux positions peuvent se comprendre. Mais... Et on n'avance toujours pas. Globalement, dans le rugby français, vous le disiez, c'est la même chose depuis 20 ans. Le ballon est ovale, il y a des rebonds bizarres, et on n'arrive toujours pas à s'entendre. C'est un peu quand même dommage, voire pathétique, qu'il faille en passer par le tribunal administratif quand même pour régler tout ça. Tout à fait, mais il y a aussi un problème de fond qui n'est pas récent. C'est le problème d'harmonisation des calendriers entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Parce que là, notamment, la période qui s'ouvre là, c'est pour donner aussi des matchs aux nations de l'hémisphère sud qui ont besoin de ces matchs financièrement, parce qu'elle fait des l'Automne Cup, ou je sais pas comment ça s'appelle, notamment en novembre. L'Australie, les Fidji qui ont besoin de ces ressources-là. Donc c'est aussi une manière de maintenir l'intérêt du rugby mondial pour que toutes les fédérations puissent continuer. Et de l'autre côté, il y a l'intérêt des clubs, comme le disait Dorian. Toulouse qui paye Antoine Dupont et qui le fait jouer 50 minutes. Bon, je comprends que Toulouse, en tant qu'employeur, ne soit pas content. Alors ça ne sera pas un des enjeux de l'élection à la présidence de la Fédération française, ce fameux conflit entre la Ligue et la Fédération, en tout cas dans quelques semaines. Samedi, le grand jour pour l'élection donc de la présidence de la Fédération, avec cette question pour le dernier thème du soir. Bernard Laporte est-il, président sortant, faut-il le préciser, est-il au tapis après les affaires extrajudiciaires de la semaine dernière, ce qu'on peut appeler ou résumer l'affaire Altrad, on ne va pas la rappeler ici, juste est-ce que Bernard Laporte est déjà battu pour sa réélection ou pas ? Non, battu non. Sonné, fait KO non plus. Groggy, la semaine dernière, oui, il a quand même pris un uppercut symbolique, on va dire, avec cette garde à vue, donc d'une affaire qui dure depuis plusieurs mois. Il se dit plus confiant que jamais, pardonnez-moi, Bernard Laporte sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, mais ça, c'est de la communication, c'est normal, il n'allait pas dire le contraire. Mais c'est vrai que c'est difficile quand même de mesurer quel impact ça aura. Bon, pour le grand public, c'est pas bon pour l'image de la fédération, de Bernard Laporte, etc. Pour le grand public, on peut penser que ça l'unira, mais pour les présidents de club, c'est ça. Est-ce que c'est les présidents amateurs, parce que c'est eux qui votent.
est-ce que le président de club amateur n'a-t-il pas d'autre souci que de savoir si Bernard Laporte, effectivement, a influencé la commission de discipline pour le club de Moed Altrad? Est-ce que leur souci, c'est pas que les vestiaires soient ouverts, de retrouver des licenciés, d'avoir un peu d'aide pour faire vivre le club dans un contexte général difficile? Voilà, c'est ça qui est difficile à mesurer. Surtout que Bernard Laporte, en tout cas sous sa présidence, des choses ont été faites pour le rugby amateur et pour les clubs amateurs. Oui, la plupart des clubs amateurs sont plutôt contents là, du mandat de Bernard Laporte, Serge Simon, de ce qu'a apporté au rugby amateur. Voilà, plus d'argent, beaucoup plus de matériel. Ils ont plus, malgré qu'il y ait beaucoup moins de licenciés aussi au rugby. Mais oui, il n'y aura pas de chaos, mais c'est vrai que c'est malvenu à quelques jours de l'élection. Le timing, il interroge le timing interroge quand même. Voilà, on ne va pas parler de... Si, justement, on va en parler. Mais je vais vous laisser finir votre phrase, pardonnez-moi. Non, mais vous pouvez continuer. Le timing interroge de l'extérieur, même s'il y a une affaire en cours. Serge Simon, ce début de semaine, en ce lundi, Serge Simon a, allez, qu'est-ce qu'on peut dire, suggéré très fortement qu'une partie de la Ligue était contre Bernard Laporte. Est-ce qu'on... Il l'a dit. Est-ce qu'il y a un complot contre Bernard Laporte et son équipe? Complot. Ça sous-entendrait que la police judiciaire qui entend Bernard Laporte, les complices, on y croit moyennement. Ça, on y croit, effectivement. C'est difficile à croire parce que le timing judiciaire je pense que les instances judiciaires ont autre chose en tête que les élections à la fédération. Mais c'est vrai qu'on peut penser quand même qu'une partie des présidents de clubs n'a pas envie que Bernard Laporte soit élu. En fait ? Parce que les relations sont difficiles, parce que l'affaire avec Moed Altrad, qui est quand même président de club de top 14, la suite le dira, mais s'il a été favorisé, ça pose quand même un problème d'équité, que le président de la Fédération française de rugby soit favorise un des présidents, ce qui n'a pas encore été jugé, mais effectivement, ça on peut et puis il y a aussi dans le relationnel, peut-être que certains présidents de clubs ou à la Ligue se disent on arrivera peut-être à faire passer plus de choses avec Florian Grill, sachant que Bernard Laporte, dès qu'il est... Ça sous-entend que Florian Grill serait plus souple, entre guillemets. Disons que Bernard... C'est pas contre lui, mais juste en termes de comportement et de caractère. Bernard Laporte, quand il a été élu en 2016, il est quand même parti un peu à la guerre contre la Ligue, toujours dans le même bras de fer, c'est-à-dire pour que les joueurs soient à disposition de l'équipe de France. On en est toujours au même point. C'est-à-dire, et après, il y a la personnalité des présidents qui font que ça se passe plus ou moins bien. Mais voilà, après, ce ne sont que des suppositions. C'est un conflit d'hommes aussi, ce conflit ? Oui, c'est un conflit d'ego. C'est celui-là qui récupérera le bébé. Peut-être que la fédération, à un moment donné, voudra récupérer la Ligue et vice-versa. Mais c'est très compliqué, cette histoire. On n'avance pas. Déjà que le rugby, pour moi, a eu une mauvaise image pendant le coronavirus, de savoir si on arrête pas. C'est vrai qu'on critiquait beaucoup le football, mais le rugby, c'est pas mieux. Plus ça qui arrive en ce moment, c'est vrai que la carte image, alors qu'on doit la redorer avec le 15 de France, avoir plus de licenciés, une Coupe du Monde qui arrive en 2023, c'est vrai que tous ces petits points négatifs sont mauvais pour le rugby français. Vous allez conclure, Fred. Quel honneur, vous allez me dire. Juste en quelques secondes, en une minute, est-ce que l'élection de Bernard Laporte ou de Florian Grill ce samedi à la présidence de la Fédération va changer les choses ? Disons que si Bernard Laporte est conforté, effectivement, il sera plus fort. Après, il a 4 ans devant lui, il a la Coupe du Monde qui va arriver, donc il sera un peu plus en position de force. Après, effectivement, Florian Grill, ça sera... on sait, il y a Jean-Claude Scrella, Abdelatif Benazzi, Fabien Pelouse avec lui. Il y a aussi des poids lourds, vraiment du rugby français. Donc, je pense que Florian Grill a une personnalité moins clivante. Donc, après, ça ne veut pas dire que si Bernard Laporte est réélu, ils n'arriveront pas finalement à s'entendre. Mais je pense que ça va au moins débloquer quelque chose parce qu'il y aura une visibilité, à 4 ans, au moins du côté de la Fédé, pour négocier. Donc, le président aura 4 ans devant lui pour dire bon, moi je suis là pour 4 ans. Voilà ce que je veux. Et son interlocuteur, du coup, sera face à quelqu'un qui est installé, donc qui sera un peu conforté. Eh bien, on verra. L'élection à la présidence de la Fédération française de rugby, c'est ce samedi 3 octobre. Frédéric Lahari, responsable du service des sports du Sud-Ouest. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir, évoquer cette actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Merci également à Dorian Malvezin, journaliste à la radio ARL. Merci à vous. Samedi, rendez-vous pour le top 14 avec des affiches comme Lyon-Bordeaux-Bègles, La Rochelle-Racing. Vendredi soir, il y a Brive-Pau. Ça, c'est pour le top 14. Et puis donc,
L'équipe de France qui retrouvera normalement le terrain du Stade de France le 24 octobre. Match de préparation France-Pays de Galles au Stade de France à Saint-Denis. On rentre au vestiaire, c'est fini pour ce soir pour le Petit Pilier. On se retrouve lundi prochain, même endroit évidemment et même heure. Ciao.